Donc, j'ai combien de temps là? Un quart d'heure finalement? 10 minutes? Un quart d'heure. Ok, donc on va aborder une autre situation pour laquelle probablement vous avez un peu moins de pratique pour que les situations précédentes, qui concernent également la gestion des patients qui présentent un problème d'arbitrage entre risque hémorragique et risque ischémique. Et ça concerne donc les éventuels patients qui peuvent justifier d'une fermeture de l'auricule gauche. Alors, oui, voilà. Donc, je suis parti également d'un cas clinique. J'ai sélectionné avec Priscille Kamcheng, qui était chef de clinique chez nous jusqu'à tout récemment. Il s'agit d'un patient de 77 ans qui présente, bon, comme très souvent les patients qui justifient un traitement anticoagulant au long cours, les 2/3 sont des patients qui le justifient pour des raisons d'arythmie supraventriculaire. En l'occurrence, ce patient-là a une EFA permanente et qui a été découverte au cours d'un épisode d'accident ischémique transitoire en 2002. Par ailleurs, il est asymptomatique, sa FA est bien ralentie sous digitalique, il a une fonction ventriculaire gauche qui est normale. Alors, première question, quel est le risque thromboembolique annuel de ce patient? Alors, qui répondrait A? Qui répondrait B? Qui répondrait C? Qui répondrait D? Et qui répondrait rien? La grande majorité. Alors, le risque thromboembolique de ce patient est de 7%, en l'absence de traitement anticoagulant. Tout ça est basé bien sûr sur les scores que vous connaissez, en particulier le score Schatz-Vask. Alors ce patient, il a plus de 75 ans, ça vaut 2 points. Il a fait un antécédent d'accident ischémique transitoire, ça vaut 2 points. Et il a une hypertension, c'est 1 point, donc ça lui fait 5 de score, sur un score qui compte 9 au maximum. Et ça correspond à un risque annualisé d'environ 7% d'accidents emboliques. Juste l'hypertension artérielle, qu'elle soit traitée ou non traitée, rentre dans le calcul du score, ce qui n'est pas le cas pour le H-BLED, comme vous savez, qui est le score de risque hémorragique. Donc 7% de risque annuel, c'est donc un risque élevé, et comme vous le savez, dans les recommandations, à partir d'un Schatz supérieur à 1, de toute façon, il y a une indication à un traitement anticoagulant au long cours. Donc cette indication est parfaitement justifiée. Alors pourquoi on voit ce patient? Parce que 6 mois plus tard, eh bien, il a fait un AVC hémorragique. Donc ce n'est pas un AVC ischémique avec transformation hémorragique, c'est d'emblée un AVC hémorragique thalamique, dans un contexte qui n'était pas un surdosage en antivitamine K. Il a de la chance parce qu'il a relativement bien récupéré de cet accident vasculaire hémorragique avec simplement une dysphagie résiduelle relativement minime. Et les neurologues nous l'adressent pour discussion de la prise en charge de ce patient, puisque pour eux, c'est un patient qui a une contre-indication au traitement anticoagulant assez formel, ce qui n'est pas tout à fait le cas, encore une fois, pour les accidents ischémiques secondairement hémorragiques, pour lesquels les neurologues sont prêts éventuellement à la reprise des anticoagulations, une fois que la barrière hémato-encéphalique a récupéré son intégrité. Alors, quelles sont les options que vous pouvez proposer à ce patient que le neurologue vous réfère? Alors, qui propose un relais de l'AVK par le dabigatran à faible dose? Qui propose de maintenir les AVK en diminuant l'INR? Qui propose l'aspirine en remplacement des anticoagulants? Qui propose, alors c'est sûr que le topo est sur l'occlusion de l'auricule gauche. Il y a le E aussi. Qui propose une exclusion chirurgicale de l'auricule gauche? Non. Bon, et la majorité ne propose rien, donc, comme d'habitude. Non, mais l'occlusion, là, c'est le D. Alors, vous avez en fait plusieurs options possibles, qui sont, le relais par du dabigatran 110 x 2. C'est une option qui peut se discuter en tout cas, on va le voir pourquoi. Et la deuxième option, qui est l'occlusion percutanée de l'auricule gauche. Pourquoi le dabigatran? Vous connaissez l'étude RELY qui a comparé AVK dabigatran. Le bénéfice principal du dabigatran, notamment à faible dose, c'est que ça réduit les complications hémorragiques. Je ne sais pas si la diapositive est très lisible, sur l'ordinateur on ne voit rien, mais ça réduit significativement les complications hémorragiques, toutes les complications hémorragiques, et en particulier les complications hémorragiques intracrâniennes, avec une réduction de l'ordre de 70% des hémorragies cérébrales. Donc ça pourrait quand même se discuter compte tenu de son risque embolique qui lui-même est très, très, très élevé, mais un accident hémorragique est une contre-indication au départ au traitement par dabigatran. Raison pour laquelle on a choisi l'autre option, qui est la fermeture de l'auricule gauche, qui se justifie par différents arguments que je ne vais pas détailler, puisque l'idée c'était de ne pas faire de revue de la littérature, mais il y a essentiellement une étude
randomisée, qui s'appelle l'étude PROTECT-AF, 800 patients, randomisés traitement fermeture de l'auricule gauche versus traitement antivitamine K. Donc on voit déjà que le patient dont on parle aujourd'hui ne rentre pas du tout dans les critères d'inclusion de cette étude, puisque notre patient, lui, il a une contre-indication aux antivitamines K. Mais cette étude PROTECT-AF, que vous voyez ici les principaux résultats, montre qu'on peut, chez ces patients qui n'ont pas de contre-indication aux AVK, qui étaient relativement à faible risque embolique, des SHATS en moyenne autour de 2, que la fermeture de l'auricule fait jeu égal avec les antivitamines K pour ce qui est de la protection des accidents emboliques, cérébraux essentiellement, mais également accidents emboliques systémiques, avec un critère principal qui était les AVC ischémiques ou hémorragiques, les embolies systémiques et les décès brutaux ou les décès cardiovasculaires. La safety de cette stratégie, vous avez la courbe en vert et celle de la fermeture de l'auricule gauche, en rouge celle du traitement antivitamine K, et vous voyez qu'au fil du temps les deux courbes se rejoignent. Vous avez un excès d'événements adverse events qui sont liés à la procédure de fermeture. Il s'agissait essentiellement des problèmes de diffusion péricardique, d'embolisation éventuellement de la prothèse, et puis les complications qui sont liées au traitement anticoagulant, qui sont les complications hémorragiques, et notamment intracrâniennes, qui, elles, augmentent progressivement avec le temps, alors que vous n'avez plus d'adverse event dans le groupe fermeture de l'auricule. Alors quand on regarde cette étude-là, également sur les mortalités toutes causes, ce n'était pas le critère principal, mais il y a une réduction significative de la mortalité toute cause dans le groupe fermeture de l'auricule par rapport au traitement antivitamine K à 2 ans. Donc des résultats qui supportent cette indication et les recommandations européennes, sachant encore une fois que c'est une étude qui ne porte pas sur les patients qui ont des contre-indications aux antivitamines K. Alors, on a opté pour une fermeture percutanée de l'auricule gauche. Qu'est-ce que vous proposez comme bilan pré-thérapeutique ? Alors, je vais avancer puisque pas tellement de sens. Les éléments indispensables à réaliser pour pouvoir faire cette procédure, bien sûr, il va falloir informer l'équipe de chirurgie cardiaque. J'ai mentionné cet item parce que dans les recommandations de l'HAS pour le remboursement de ce dispositif qui devrait survenir au cours de l'année 2015, eh bien, c'est réservé aux centres qui ont la chirurgie cardiaque sur place. Où il faut faire une imagerie qu'on va détailler un tout petit peu plus, qui est l'imagerie de l'auricule. Alors soit si possible les deux, par scanner cardiaque et par échographie transœsophagienne. Et il faut une consultation d'anesthésie parce que la procédure va se faire sous anesthésie, puisqu'elle nécessite un monitoring par ETO durant toute la procédure. Alors je passe sur les paramètres techniques de l'acquisition de l'échographie transœsophagienne. 1, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'échographistes parmi vous, que 2, j'y connais pas grand-chose. Mais c'est quand même un élément essentiel. Il va falloir regarder un certain nombre de choses, notamment dérouler dans les différentes incidences, c'est-à-dire balayer toute l'oreillette gauche du petit axe au grand axe pour voir les diamètres maximum de l'auricule, que vous voyez très bien ici, avec ce repère qui est l'artère circonflexe, qui est relativement constant. Ici, cet éperon qui correspond qu'on appelle le ridge, qui correspond en fait à la limite entre l'auricule et la veine pulmonaire supérieure gauche. Et ça va permettre de prendre toutes les mesures, longueur, diamètre de l'ostium, profondeur de l'auricule, pour pouvoir choisir au mieux le dispositif de fermeture et planifier sa procédure très exactement comme on fait pour un TAVI. Vous pouvez également utiliser le TO 3D qui est assez utile parce qu'on peut faire des mesures de diamètre sur le périmètre et qui, comme pour le CT scan pré-TAVI, est à mon avis probablement la bonne stratégie de mesure. Ça, on pourra y revenir si vous voulez. L'autre élément important, c'est d'écarter les éventuelles contre-indications à la procédure. Il s'agit essentiellement soit des auricules qui sont hors normes en termes de taille pour les dispositifs actuellement disponibles, mais surtout la présence d'un thrombus éventuellement au fond de l'auricule qui est une contre-indication au moins relative pour un certain nombre de thrombus à la fermeture évidemment de ces auricules, puisqu'on va mettre du matériel là-dedans. Il ne faut pas mobiliser un éventuel thrombus dans le fond de l'auricule. L'autre élément très intéressant, c'est le scanner qui va permettre également de reconstruire dans les 3 dimensions l'auricule, de qualifier, de définir sa forme et ses diamètres en termes de longueur, d'ostium et de zone d'implantation du dispositif.
Alors vous avez plein de formes qui ont été décrites pour les auricules. Avant, évidemment, on ne s'intéressait pas beaucoup à ces auricules. Et puis depuis qu'on s'y intéresse, on a décrit des tas de formes. Alors là, vous voyez, la nomenclature est assez imaginative. En gros, il y a les auricules en forme de manche à air. C'est des auricules un peu comme ça. Il y a les auricules qui sont plus ou moins avec différentes diverticules qui sont en chou-fleur. Et puis les ailes de poulet, c'est une espèce de petit auricule qui n'est pas ici mais qui ressemblerait un petit peu à ça, vous voyez, angulé comme ça. Et il y a d'ailleurs de la littérature qui montre que la forme de l'auricule influence le risque embolique, puisque évidemment plus la structure anatomique de l'auricule est complexe, plus il y a des zones de stagnation du sang dans ces auricules, susceptibles donc de faciliter la formation d'un caillot qui peut emboliser. Alors une fois qu'on a défini tout ça, on va choisir en fonction justement de ces critères anatomiques quels sont les dispositifs qu'on va pouvoir utiliser pour fermer cet auricule, avec actuellement 2 dispositifs qui sont disponibles, qui est l'Emplatzer de Saint-Jude, qui est un système donc de disque qui vient fermer l'entrée de l'auricule, et puis le système Watchman avec lequel a été fait l'étude Protect AF, qui est un concept un peu différent, puisque ça consiste à mettre cette espèce de demi-parachute dans le fond de l'auricule pour donc isoler le fond de cet auricule et éviter le passage d'un thrombus dans la circulation générale. Alors la procédure va se faire, ici vous devinez la sonde d'ETO. Le premier temps c'est une ponction veineuse avec généralement un introducteur qui fait au maximum 12 à 14 French. On fait un transseptal avec des caractéristiques qui sont un peu spécifiques, qui sont différentes du site de ponction qu'on utilise par exemple pour le MitraClip ou du site de ponction qu'utilisent les rythmologues pour les ablations. Il faut faire une ponction basse et postérieure sur le septum interauriculaire. On va ensuite cathétériser donc l'auricule, ici avec une pictelle, et puis sur cette pictelle, on va avancer la gaine jusque dans le fond de l'auricule. Vous voyez ici, on voit que c'est un auricule avec probablement deux lobes. Il y a un lobe ici en bas et un lobe supérieur. Vous voyez que cette gaine, qui est la gaine du Watchman, a des marqueurs disposés tout sur le long qui vont être les points de repère en fonction de la taille du dispositif qu'on veut utiliser et qu'on aura calibré donc sur les différentes mesures faites en ETO et en scanner. Et donc on surdimensionne plutôt d'environ 20% sur la taille du corps de cet auricule, le dispositif. Ensuite, une fois que vous avez disposé cette gaine, vous voyez le Watchman à l'intérieur de la gaine et vous allez positionner le marqueur à l'endroit où vous voulez que le dispositif soit largué. Et ce que vous allez faire, c'est un retrait de la gaine progressivement qui va permettre l'expansion du dispositif. Vous voyez ici le Watchman qui est quasiment complètement largué dans l'auricule. Vous devinez là. Une fois qu'on est satisfait de la position à la fois sur le plan géographique et surtout sur le plan échographique, on va dévisser le câble qui relie ce Watchman et on va larguer le dispositif dans l'auricule après avoir fait des manœuvres de vérification de la stabilité du dispositif pour éviter une migration secondaire. Tout ça se fait sous contrôle échographique. Vous voyez ici le Watchman dans le fond de l'auricule. Et on va vérifier qu'il n'y ait plus de passage en flux Doppler en périphérie du Watchman. Alors quel est le taux de complications post-procédure qui sont rapportés dans les études? Qui dit que c'est moins de 1%? Qui dit entre 2 et 3? Qui dit entre 3 et 6? Qui dit plus de 10? Qui n'a aucune idée? Donc la réponse c'est entre 3 et 6%. Vous voyez que c'est quand même pas des complications nulles, qui justifient probablement, en tout cas dans la phase initiale de développement de la technique, que ça soit quand même fait dans des centres dans lesquels il y a de la chirurgie, possibilité de traiter ces éventuelles complications qui peuvent être bénignes avec des complications hémorragiques au point de ponction, mais qui peuvent être aussi des tamponnades, qui peuvent être des migrations ou des embolisations du dispositif. Alors ce qui est intéressant, c'est de voir que bien sûr, comme dans toutes ces techniques nouvelles, le taux de complications diminue de façon
rapide et significative avec la learning curve. Vous avez les taux de complications ici dans les premiers patients inclus dans PROTECT-AF. Vous voyez que la deuxième partie des patients inclus, ça a déjà pratiquement réduit de moitié. Et sur les études plus récentes, on est plutôt autour de taux de complications entre 3 et 4%. Bon, là, le développement du matériel, on en reparlera demain. Il y a une session sur les auricules aussi. Je vous montrerai les dernières prothèses qui vont arriver, qui sont des évolutions des prothèses actuelles, devraient permettre également de diminuer encore ce taux de complications. Pour terminer, quel est le traitement, bien sûr, au long cours de ces patients ? Et donc là, on est dans un domaine complètement, j'allais dire, pour l'instant vierge, parce qu'il n'y a pas de recommandation. Dans PROTECT-AF, les patients ont été traités, encore une fois, c'est des patients non contre-indiqués aux AVK, et donc ils ont eu 45 jours de traitement par les AVK dans les suites de l'implantation de la prothèse, le temps qu'elles sont endothélialisées, et ensuite les AVK ont été interrompus. Dans le cas précis de ce patient, on ne pourra pas lui donner 45 jours d'antivitamine K. Même lui donner aspirine, clopidogrel, c'est pas ce que souhaitent les neurologues. Donc éventuellement on peut lui laisser pendant un peu de temps de l'aspirine et peut-être même il ne faut rien lui donner du tout. Donc je n'ai pas la réponse bien sûr à cette question, puisque chaque cas par définition va être un cas particulier en fonction de l'origine, disons, du patient et de la complication hémorragique qui a justifié la fermeture. Je passe sur le reste, et c'est bien sûr indispensable de vérifier ensuite et de suivre ces patients pour voir si l'auricule s'est effectivement fermé complètement. Donc le mieux, on va faire ETO et scanner. Les patients en général préfèrent largement qu'on leur fasse des scanners plutôt que de refaire des ETO. Et on voit très bien effectivement en scanner, alors ça dépend après si on fait des temps précoces ou tardifs, voir si l'occlusion est complète ou pas. Généralement il faut attendre au moins 2 à 3 mois pour avoir la réponse. Donc en conclusion, pour laisser un tout petit peu de temps à la discussion, je ne sais pas si on l'aura, c'est une option qu'il faut pouvoir discuter, une option donc thérapeutique pour les patients en fibrillation auriculaire avec des contre-indications au traitement anticoagulant ou des hauts risques hémorragiques au traitement anticoagulant. C'est ce qu'a retenu l'HAS dans les indications qui seront donc fait l'objet d'un GHS et d'un remboursement et de la création de l'acte. La récidive d'accidents thromboemboliques sous traitement anticoagulant bien conduit, qui pourrait être une bonne indication, n'a pas été retenue par les autorités de santé dans la mesure où il n'y a aucune étude spécifique sur ce groupe de patients qui constitue pourtant probablement un groupe intéressant et dans notre expérience à Mondor, par exemple, représente à peu près 20% des patients qu'on a fermés jusqu'à maintenant. Indispensable de discuter avec les collègues qui ont à faire face à ces complications hémorragiques. Il s'agit essentiellement des neurologues, des gastro-entérologues, beaucoup de complications hémorragiques d'origine digestive, et puis les gériatres qui ont également beaucoup à gérer les patients âgés, avec la difficulté que vous connaissez des traitements anticoagulants chez le patient âgé. Et je redis encore une fois que sur les indications qu'on ferme actuellement et qu'on a retenues, le niveau de preuve reste relativement faible. On n'a pas d'études randomisées, parce que c'est des études qui sont compliquées à faire. Et donc il est absolument indispensable, bien sûr, d'évaluer soigneusement ces patients et d'avoir au moins des registres exhaustifs pour savoir quels seront les résultats au long cours. Et je vous remercie de votre attention. Merci.